Bonjour et bienvenue dans notre programme La Totale du Running. Aujourd'hui, je suis avec Didier Souveton, qui est notre médecin en chef qui va se présenter tout d'abord. Et après, avec lui, on va attaquer un programme assez chargé, avec notamment les 10 clés nutritionnelles pour les sportifs, les 10 erreurs également à ne pas commettre. Donc Didier, je te laisse te présenter et après on enchaîne directement. Bonjour Jean-Marc, merci de cet échange. Alors je suis le docteur Didier Souveton, je suis médecin du sport, également spécialiste d'obésité et maladies métaboliques. J'ai une expérience de cabinet depuis à peu près 20 ans et je travaille maintenant pour une société qui s'appelle Metabolic Profile, qui fait deux types de produits. Le premier, c'est un programme nutritionnel destiné aux gens qui souhaitent perdre du poids, tout simplement. Et puis surtout, ce qui doit intéresser nos auditeurs aujourd'hui, c'est-à-dire un programme nutritionnel destiné aux sportifs, qui est une sorte de préparation nutritionnelle sur mesure pour des sportifs qui veulent soit, sur le plan du loisir, se sentir mieux et être à l'aise dans leur activité sportive, soit pour ceux qui sont motivés pour une performance et qui souhaitent à ce moment-là avoir un programme nutritionnel comme ils ont un programme d'entraînement. D'accord, c'est parfait. Alors on y reviendra, je pense, à l'occasion sur le programme Oui. métabolique. On va commencer donc. Quelles sont les 10 clés nutritionnelles importantes pour les sportifs qu'ils doivent connaître? Alors pour les sportifs, on va parler aujourd'hui surtout des sportifs d'endurance, parce que c'est, je crois, ce qui intéresse majoritairement ton public. D'accord, Alors tout les à 10 fait, oui. clés. Les 10 clés. La première et la plus importante, et si l'aliment est le plus important, l'élément le plus important dans notre programme nutritionnel et aussi dans l'alimentation du sportif, c'est l'eau. Alors la première clé, c'est d'avoir une hydratation suffisante, de se présenter au départ d'une course, qu'elle soit un trail, un marathon, un semi-marathon, peu importe, chacun à son niveau. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'hydratation soit suffisante et de qualité. Donc, ça veut dire que dans la préparation, et en particulier la semaine qui précède la compétition, il est important d'avoir suffisamment bu. Pour ça, un moyen très simple, il faut vérifier que ces urines soient claires dans les 3 jours qui précèdent la compétition. Ça, D'accord. c'est la première clé. D'accord. Pour cette clé-là, par exemple, je pense que pour l'entraînement également, il faut toujours vérifier ses urines, il faut vérifier. Alors oui, Jean-Marc, tu as parfaitement raison, pour l'entraînement aussi, parce que évidemment, le sport, la compétition n'est qu'une petite partie de l'activité physique. La grande partie, ça reste quand même la préparation et l'entraînement, ou le loisir, tout simplement, pour ceux qui font peut-être qu'une ou deux compétitions dans l'année entre copains. Il faut avoir effectivement une hydratation adaptée, sachant que cette hydratation va dépendre de plusieurs facteurs. Bien sûr, les facteurs climatiques, on transpire plus quand il fait chaud et humide que quand il fait froid et sec. Et puis aussi, il y a des grandes variations individuelles. Il y a des études qui ont démontré effectivement que des mêmes personnes dans les mêmes conditions ont des pertes de sueur qui sont différentes, parfois au double ou au triple, selon les personnalités ou les capacités de l'organisme à produire de la chaleur et à l'évacuer. Donc l'hydratation doit être suffisante, et tu le rappelais bien sûr à l'entraînement, vérifier que les urines soient claires. On sait très bien qu'une hydratation insuffisante va engendrer des baisses de performance assez rapides, parce qu'il est communément admis que 2% de déshydratation entraîne une baisse de la performance d'environ 20%. D'accord. D'accord, c'est énorme quand même, hein. Oui, c'est énorme, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que le corps est vraiment, il supporte, surtout le corps à l'effort, supporte très peu la déshydratation. Faut pas oublier que quand on fait un effort physique, on augmente la température de l'organisme. C'est-à-dire que si on va faire un footing dans des conditions de 20 degrés, par exemple, sur un cours d'une heure, si on prenait la température au bout d'une heure, on se retourne de 38 degrés, on n'est plus à 37. En fait, le corps, il produit de la chaleur majoritairement et un petit peu d'énergie mécanique pour avancer, pour augmenter son allure, mais c'est surtout un moteur thermique. Et effectivement, on a d'ailleurs une pathologie grave en médecine et qu'on observe malheureusement parfois lors des courses sur route, qu'on appelle le coup de chaleur, hein, connu, c'est un terme connu des sportifs. Ça s'appelle l'hyperthermie maligne d'effort en médecine, c'est-à-dire que la température augmente tellement qu'on peut arriver à 39-40 degrés. À ce moment-là, on peut avoir des comas, voire même des morts pendant les épreuves sportives, surtout les épreuves sportives qui se courent dans des conditions climatiques parfois un petit peu difficiles. Et s'il y a un défaut d'hydratation et une mauvaise préparation, eh ben, le risque, c'est le coup de chaleur. D'accord. C'est noté pour ce première clé nutritionnelle. Quelle est la deuxième alors? Alors la deuxième découle de la première, c'est que l'hydratation non seulement doit être suffisante, mais elle doit être adaptée. C'est-à-dire que effectivement l'ingestion de liquide, on ne va pas boire un litre d'eau juste 3 minutes avant de partir courir, donc il va falloir respecter un certain timing.
premièrement. Et puis deuxièmement aussi, et ça il faut le tester à l'entraînement bien évidemment, et aussi bien sûr, ce qui est important, c'est que l'hydratation, l'eau ne suffira pas toujours, puisqu'on a besoin d'énergie lors des courses sur route, surtout lorsque celle-ci dépasse 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, selon qu'on fasse des courses sur route ou des trails. Et à ce moment-là, il faudra dans cette hydratation rajouter des glucides, sous des formes qui restent à discuter selon les conditions climatiques et selon les habitudes de chacun. Mais il est communément admis en médecine du sport et en nutrition du sport qu'un apport de glucides de 60 grammes par litre d'eau pendant les périodes d'entraînement et juste au décours de la période d'entraînement ou pendant la compétition et juste après la compétition est important et permet de retarder en fait l'utilisation des stocks de glycogène qu'on a dans les muscles et dans le foie et qui nous permettent de réaliser ces efforts de longue distance. D'accord. Donc, on dit de l'eau, il en faut, mais avec aussi, selon l'effort qu'on fait, notamment pour les sports d'endurance, on rajoute des glucides sous forme de glucose et de fructose. Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les boissons énergétiques que l'on trouve dans le commerce? Ou est-ce qu'il faut vraiment regarder les compositions nutritionnelles? Écoute Jean-Marc, moi je pense que d'abord, il faut regarder les compositions nutritionnelles. Notre point de vue à Metabolic Profit est qu'on peut, d'abord, il faut savoir que tout ce qui est complément nutritionnel, ça a un certain coût, et donc ça représente un certain budget, il faut aussi le savoir. Et puis ensuite, je pense qu'on peut parfaitement, d'après les connaissances nutritionnelles qu'on a aujourd'hui en physiologie, on peut fabriquer sa propre boisson d'effort. Et je pense que c'est pas plus mal, et j'ai pas mal d'expérience avec ça, y compris puisque j'ai été médecin de 2 équipes de France, d'aviron et de kung-fu, et donc on a un peu d'expérience, ça ne nous a jamais empêché de gagner des médailles. On peut faire un mélange avec du glucose et du fructose. Pourquoi les deux? Parce qu'on a des récepteurs différents dans l'organisme, et donc si on fait les deux, on utilise des 2 voies métaboliques qui ont des cinétiques différentes et qui permettent d'avoir une meilleure utilisation que si on n'utilisait que du glucose ou que du fructose, ça c'est important. Donc on trouve facilement du fructose dans les rayons bio, on trouve facilement du glucose sous forme de sirop, il suffit de regarder simplement les étiquettes et d'avoir quelques marques, il faut passer un peu de temps au supermarché, mais une fois que c'est fait une fois, on n'a pas de refaire 36 fois derrière. Donc ce mélange de 30 grammes de glucose et de 30 grammes de fructose dans de l'eau du robinet, j'allais dire, suffit pour avoir l'excellente boisson de récupération. C'est d'ailleurs cette boisson qui s'utilise dans les cockpits de Formule 1 pour ceux qui font des courses d'endurance sur les circuits qu'on connaît. Voilà. Tout à fait. Moi, je vais apporter ma petite expérience parce que je suis actuellement le programme métabolique. Oui. Donc moi, j'ai fait plusieurs courses, plusieurs entraînements avec la boisson que tu préconises, c'est-à-dire 30 grammes de fructose, 30 grammes de glucose que j'ai acheté en pharmacie, avec 1,5 g de sel, si je me rappelle bien, dans le produit. Oui, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on rajoute un petit peu de sel, parce alors ça dépend comment on transpire, mais ceux qui transpirent beaucoup perdent un peu de sel, particulièrement en ambiance chaude. Donc il faut rajouter souvent 1 gramme à 1,5 g de sel. Donc j'ai fait ces mélanges-là pour des courses, pour des compétitions supérieures à 21 km, pour des entraînements aussi. Moi je me suis super bien senti, j'ai pas eu de problème gastrique. Et c'est vrai que, bon, à part les tests maintenant que je fais pour les boissons énergétiques sur le site Testeur Outdoor, je n'utilise plus que ta boisson et c'est vrai qu'elle est très très bien. Oui, puis elle a un goût plutôt agréable, parce que la qualité d'une boisson, si tu veux, c'est que d'abord qu'elle soit buvable. Moi, je vais simplement te donner un exemple, Jean-Marc. Je suis un ancien coureur de demi-fond et de niveau interrégional, et mon club, le CS Fontainebleau de l'époque, lorsqu'on faisait des stages, j'ai connu les premières boissons d'effort. Voilà, les premières boissons à tester, qui s'appelaient, je crois, Excellent, dans les années 80. Et on avait tous essayé. Le problème, c'est qu'elles étaient dégueulasses. Pardon de dire ça, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais simplement parce que tout ce qu'il faut pour l'organisme, les minéraux, en particulier le magnésium, est quelque chose qui n'est pas buvable, qui n'a pas bon goût. Donc ce qui est très important pour un sportif, surtout un sportif d'endurance, c'est que la boisson ait un bon goût. Alors on ne va pas critiquer les boissons de préparation, il y a sûrement des choses très bien qui sont faites, comme tu le disais tout à l'heure, il faut regarder la composition nutritionnelle, mais en tout cas on peut déjà fabriquer sa propre boisson d'effort, qui soit efficace, et c'est comme ça que j'ai utilisé en équipe de France, avec un mélange de glucose, fructose et de l'eau. Ça peut suffire. D'accord, c'est parfait. Donc là, on a vu les 2 premières clés. Quelle est la troisième? Alors la troisième clé, on va glisser maintenant sur la nutrition. On a parlé d'hydratation, ça va être la première, c'est évidemment en nutrition, fondamentalement, chez le sportif d'endurance qui a besoin de calories, donc de dépenser des calories, c'est d'avoir un apport énergétique suffisant. C'est-à-dire qu'il faut que la quantité calorique qui soit ingérée corresponde à la dépense calorique qui est faite entre le métabolisme de base, la dépense de l'activité quand on a un travail et la dépense énergétique d'effort. Tout ça représente une dépense calorique, donc il faut absolument avoir une dépense énergétique qui soit suffisante
en quantité. Ça, c'est la règle d'or, déjà, de la nutrition. Donc, quand tu dis qu'il faut que ça soit en quantité, donc là on parle de glucides, de protéines, des Oui, minéraux, tout ça là. voilà, oui, c'est ça, ce qu'on appelle plus vulgairement les macronutriments, c'est-à-dire que l'apport en glucides, protéines et puis graisse aussi, parce qu'on renouvelle quand même nos cellules avec de la graisse, donc ça c'est important. Alors après, il faut déterminer les pourcentages, et ça on en reparlera dans les autres clés qu'on va citer. Mais D'accord. d'abord, il faut que l'apport en calories, l'apport calorique suffise. Si tu dépenses 3000 calories dans la journée, il ne faut pas manger 4000, il ne faut pas manger 2005, il faut manger 3000 calories. Donc D'accord. première chose nutritionnelle, la première vertu de la nutrition, c'est l'apport énergétique. D'accord. C'est parfait. Ensuite, donc, on passe à la clé suivante. Alors la clé suivante, ça va être la répartition justement des macronutriments comme tu le soulevais. Ça va être, bon d'accord, je mange 3000 calories, mais comment c'est réparti? Alors avec les glucides, les lipides, les protéines, c'est-à-dire les sucres, les graisses et les protéines. Parce que alors on va tout utiliser lorsqu'on est un coureur d'endurance, prioritairement les glucides parce que c'est la source énergétique principale, sachant qu'on a 100 grammes de glycogène dans le foie et environ 400-500 grammes de glycogène dans le muscle. Voilà, c'est à peu près tout en termes de glycogène ce qu'on peut avoir. Donc il faut simplement que les stocks soient au maximum avant d'effectuer soit des périodes d'entraînement difficiles, soit des compétitions où on a des enjeux personnels ou des objectifs à atteindre. Donc on va respecter une proportion de macronutriments. Alors majoritairement, on va dire 55-60% de glucides. Tout va dépendre également dans quelle époque d'entraînement on se situe, dans quelle période d'entraînement on se situe, ou aussi si on est près de la compétition ou loin de la compétition. Le but étant d'avoir un maximum de réserve de glycogène et donc de glucides au moment de la compétition. Il y a différentes astuces pour ça. D'accord. Oui, Euh, je t'écoute. oui. Est-ce qu'on peut dire que par exemple un coureur d'endurance qui pratique les marathons, tout ça, euh, qui consomme très peu de glucides par peur de grossir ou parce qu'il veut rester à un poids fixe, c'est une erreur? Alors c'est une erreur dans la mesure où les glucides vont être consommés. C'est-à-dire que c'est sûr que alors tout dépend de son entraînement bien sûr, hein, du nombre d'heures qu'il parle, mais les glucides vont être brûlés par l'effort physique. Les cellules musculaires utilisent prioritairement les sucres, donc les glucides, comme carburant pour produire l'énergie pour avancer. Donc si on fait un régime pauvre en sucre, ça veut dire qu'on va l'augmenter proportionnellement soit en protéines, soit en graisse, soit les deux, ce qui n'a pas que des avantages. Donc le carburant numéro un reste le glucide. D'accord. Ok. Donc on part sur beaucoup de, enfin, sur une quantité de glucides assez importante quand même pour les coureurs de fond. Oui, Euh, 50 à 60% représente un pourcentage qui me paraît cohérent avec la préparation de coureurs de fond. Alors après, bien sûr, il ne faut pas négliger les graisses, parce que les graisses, qu'elles soient, même si on préfère les graisses végétales aux graisses animales, elles sont moins agressives et plus digestes. Ce qui est important aussi, c'est que le repas soit digeste. C'est parce que si on va s'entraîner après un repas qui n'est pas digeste, tout le monde sait bien que l'entraînement ne va pas très bien se dérouler et va être pénible à supporter. Mais il faut avoir quand même un apport de graisse car on renouvelle quand même 20 millions de cellules par jour et c'est important que chaque membrane des cellules est fait à base de graisse. Donc il faut avoir des graisses et des graisses de qualité. Ça c'est tout l'intérêt d'avoir un programme nutritionnel qui le détermine. d'accord. Ensuite, oui, je t'écoute Jean-Marc. Non, non, vas-y, continue. J'ai dit d'accord. Juste pour terminer, pour les protéines, c'est très important parce que quand on court, on utilise les muscles et on fait des micro-lésions musculaires, on utilise nos fibres musculaires, donc il y a des déchets liés à cette utilisation, liés à l'effort, surtout lorsque cet effort est répété. Et donc il faut apporter également des protéines, et donc il faut que le taux de protéines soit suffisamment important, de l'ordre de 20% chez le sportif, ce qui fait que, et surtout on verra ensuite sur le choix des protéines, mais il faut des protéines qui ont des valeurs biologiques élevées, on a des tableaux pour ça, et nous dans notre programme on détermine et on choisit prioritairement des protéines qui ont des hautes valeurs biologiques pour avoir une réparation rapide et efficace des micro-lésions musculaires en lien avec l'effort physique. D'accord. Maintenant, on peut continuer. Quelle est la clé suivante? Alors la clé suivante, c'est que c'est bien beau le rapport énergétique, on parlait des macronutriments, on parlait des glucides, des lipides, des protéines, et en particulier des glucides, puisque je disais qu'elles représentaient 60%, 55 à 60% de la ration calorique quotidienne, mais le problème des glucides, c'est qu'ils sont parfois pauvres en vitamines et en minéraux. Et là, c'est le problème, c'est-à-dire que pour utiliser les réserves énergétiques, les réactions biochimiques du corps qui fait que ce que l'on ingère va ensuite servir à la cellule cellule musculaire pour produire de l'énergie, tout ça nécessite un système de transport et d'utilisation, des enzymes en particulier, et elles sont déterminées aussi par les vitamines et par les minéraux. Aucune réaction chimique ne peut se faire sans une teneur en vitamines ou en minéraux qui soit suffisamment efficace. Donc il faut que l'apport nutritionnel permette aussi
d'avoir suffisamment de vitamines et des minéraux. Et les aliments préférentiels pour ça, ce sont les fruits et légumes. Donc il ne faudra pas oublier dans l'approche nutritionnelle du fruit et l'apport des fruits et des légumes. Et là, du coup, on est sur des quantités, par exemple pour les fruits, pour avoir les vitamines, tout ça, et les légumes également, on est sur quelle quantité à peu près pour un coureur? Oh bah, les quantités, si tu veux, ça va être variable en fonction de la dépense calorique, hein, parce que c'est plutôt un pourcentage. Donc, mais je sais pas, mais je pense que pour un coureur, faudra considérer quelque chose comme 500-600 grammes par jour de fruits et de légumes, à peu près. D'accord. Ça fait quand même, ça remplit une belle assiette tout ça. Oui, mais je pense que c'est important. De toute façon, on sait très bien qu'un coureur de fond a tendance à avoir une consommation calorique quotidienne qui est importante, hein, qui avoisine très facilement les 3000 calories lorsqu'il y a un entraînement. Donc, il faut, s'il y a 500 grammes de fruits et de légumes dans cet apport de calorique, ça reste encore tout à fait gérable, hein. Dans les fruits et légumes, il y a aussi beaucoup d'eau. D'accord, il y a beaucoup de... Ok. Et donc maintenant, quelle va être la clé suivante? Alors, la clé suivante, ça va être donc la variabilité des aliments. Donc, ce qui est très important pour un corps humain, c'est d'avoir une grande variabilité des aliments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours manger la même chose. C'est-à-dire que les vitamines, les minéraux, mais aussi les différentes familles de glucides, mais aussi les différentes familles de lipides, mais aussi les différentes familles de protéines, parce qu'il y en a de toutes différentes, peuvent être couverts que si on a une diversité de l'apport alimentaire. Je sais que pour être sportif, et l'avoir surtout été, on a tendance à avoir des aliments fétiches ou des repas dans lesquels on se sent bien. Mais je pense que c'est important, et surtout pendant les périodes d'entraînement, d'avoir cette grande variabilité d'apport alimentaire, on parlait de fruits et légumes, mais pas toujours manger les mêmes. Au niveau des glucides ou des féculents, pas toujours manger des pâtes, aussi variées avec le pain, le riz, les pommes de terre, parfois la semoule, etc. En tout cas, avoir cette diversité pour être sûr de ne pas être déficitaire. Le problème en fait, du sportif, c'est de ne pas avoir de déficit. C'est compliqué parfois. Parce qu'effectivement, les entraînements difficiles, parce que des fois on est en forme, des fois on n'est pas en forme. Des fois, quand on a fait une séance dure, on n'a pas forcément faim tout de suite. Des fois, on a faim le lendemain. Mais ce qui est important, c'est de garder cette diversité d'apport alimentaire. D'accord. Donc il faut garder cette diversité. Par exemple, tu disais tout à l'heure, en parlant de ça justement, on parle des pâtes, des riz, des pommes de terre. Est-ce qu'après, dans la catégorie par exemple des pâtes, est-ce qu'il faut varier également les différentes sortes de pâtes, semi-complètes, complètes, blanches? Alors oui, il est plutôt quand même convenu en physiologie sportive de privilégier des pâtes semi-complètes ou complètes. Alors c'est bien, il faut simplement les supporter aussi parce qu'on peut très bien avoir des pâtes qui sont... Enfin, les pâtes semi-complètes ou complètes sont un peu plus riches en fibres, ce qui est très important aussi pour la digestibilité et pour certains apports nutritionnels. Mais tout le monde ne les supporte pas, donc il faut simplement choisir. Mais moi, je suis assez d'avis de prendre des pâtes semi-complètes, parce qu'on a à la fois les avantages qui sont importants de ces index glycémiques plus bas, sachant que les pâtes, on va dire raffinées, qui ne sont pas semi-complètes ou complètes, se comportent quasiment comme des sucres. Donc ce sont des glucides rapides. Donc glucides rapides veut dire réponse de l'insuline et plus transformation en graisse que transformation en glycogène. Alors qu'on a moins ce problème avec les pâtes, les féculents, les pâtes ou le riz, qui soient semi-complets ou complets. D'accord. Même lorsque elles sont cuites, comme on dit, al dente? Oui, même cuite al dente, mais ce qui est bien aussi, hein, parce que d'abord c'est plus savoureux comme ça. Mais quand même cuite al dente, la charge glycémique reste quand même très, très élevée. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la clé nutritionnelle suivante. Alors la clé nutritionnelle suivante, ça va être quelque chose qui est important en physiologie nutritionnelle, qui va être le timing d'ingestion. C'est-à-dire que on connaît depuis quelque temps maintenant un concept qui a été discuté, qui est variable d'une personne à l'autre, qu'on appelle la fenêtre métabolique. Qu'est-ce que c'est que la fenêtre métabolique? C'est la capacité qu'a notre organisme, après un effort physique, de restocker plus rapidement les réserves énergétiques, ce qui est important surtout quand on enchaîne les entraînements chaque jour, ou quand on doit avoir deux compétitions rapprochées. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a utilisé les stocks, pouvoir les restocker rapidement. Alors, ça concerne évidemment tous les sports de force, où l'utilisation des protéines est importante, mais là on parle des sports d'endurance, et ça va être important d'utiliser, des glucides plus rapides, par contre pour le coup, juste après l'effort physique, en tout cas dans les 2 heures qui suivent un entraînement, ou les 2 heures qui suivent une compétition, si notre estomac est en état évidemment de les accepter, ça dépend de l'intensité de l'effort qu'on a mis, mais d'avoir un apport
en particulier en glucides rapides. Là, par contre, on revient aux glucides rapides et non plus aux glucides lents, pour avoir un apport aussi énergétique important avec les boissons dont je parlais tout à l'heure, pour restocker des stocks de glycogène au plus vite. Donc, il n'y a pas seulement les repas, il y a aussi les collations, et en particulier les collations de régénération, qui sont à base de glucides rapides chez le sportif d'endurance, et aussi un peu de protéines, parce qu'on a utilisé des lésions, on a fait des micro-lésions musculaires par l'effort. Le fait de les utiliser dans les 2 heures qui suivent l'effort permet de profiter de l'effet de fenêtre métabolique. D'accord. Pour ces collations de récupération, elles vont se composer de quoi, grosso modo? Oh bah, et bon, ça va se composer d'abord d'une boisson, comme on a dit, 60 grammes de glucides avec répartition fructose-glucose, première chose. Et puis la deuxième, ça va être également un apport nutritionnel des aliments. Donc ça peut être aussi bien, par exemple, on peut dire des pâtes pour le coup raffinées, que ce soit forcément semi-complète ou complète. Ça peut être des pâtes de fruits, ça peut être des fruits, ça peut être du pain d'épices. Ça peut être en tout cas des aliments, ou du pain également, des aliments qui ont une charge glycémique qui sont plutôt élevées, un index glycémique plutôt élevé, pour permettre le restockage. Après, tout va dépendre de l'appétit. On ajoutera également, par exemple, une tranche de jambon de volaille, pour donner un exemple, parce que les protéines vont être importantes, ou une autre tranche de jambon tout à fait traditionnelle, maigre, qui permettrait effectivement d'améliorer les micro-lésions musculaires. D'accord. Est-ce que cette collation de récupération peut être remplacée par le repas du soir s'il intervient par exemple dans les 2 heures après l'entraînement? Ou alors Oui. vraiment il faut vraiment prendre en plus cette collation de récupération? Non mais tu as raison, tu soulèves un problème très pratique chez les sportifs, c'est-à-dire quand est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir? Si effectivement mais c'était mon cas quand j'étais sportif, on s'entraînait plutôt en toute fin d'après-midi, si le repas du soir a lieu dans les 2 heures qui suivent l'entraînement, il peut parfaitement remplacer cette collation de régénération. Ça c'est effectivement, ça c'est clair. Donc il doit être à ce moment-là effectivement riche en glucides rapides et riche en protéines pour les raisons que je viens d'évoquer. D'accord. Donc maintenant on va passer à la clé suivante. Alors la clé suivante, ça va être surtout, avant les entraînements importants et avant les compétitions, la digestibilité des aliments. C'est-à-dire que le grand problème, toujours ce qu'on se pose, c'est quand est-ce que je dois faire le dernier repas avant une séance importante ou avant une compétition ou un test. Et donc c'est souvent, donc ça veut dire qu'il faut manger assez loin pour que l'estomac soit vide. Pourquoi il faut que l'estomac soit vide? Parce que lorsqu'on fait une activité sportive intense, le sang va vers les muscles qui sont sollicités. Et donc on a beaucoup moins de sang dans l'appareil digestif. Et donc il faut absolument qu'il n'y ait rien à digérer parce que rien ne sera digéré. Si on mange quelque chose avant un effort important, ça va rester sur l'estomac avec les conséquences de douleurs digestives importantes, sachant, Jean-Marc, que les causes d'abandon sur marathon sont en partie liées aussi à des troubles digestifs. On estime environ 30%, même parfois 40% selon les études, de causes d'abandon sur des marathons qui sont en lien avec un problème digestif, quel qu'il soit. Donc important d'avoir le dernier repas avec des aliments digestes. Et aliments digestes, ça veut dire des aliments pauvres en graisse. Donc avant une séance importante, avant une compétition, ne pas avoir un apport de graisse qui soit trop important. Celui-ci doit se faire bien plus en amont par rapport à ces tests d'entraînement ou par rapport à ces compétitions. D'accord. Donc on voit surtout l'apparition par exemple des gâteaux sport ou des gâteaux énergétiques qui permettent de prendre ce dernier repas justement un peu plus tard, ce qui évite par exemple pour ceux qui font un marathon à 8 heures de se lever à 4 ou 5 heures du matin pour manger. À ce moment-là, est-ce qu'il y a besoin justement de faire ce dernier repas à 4-5 heures ou alors est-ce qu'on peut sauter ce repas pour attaquer directement par le gâteau sport ou le gâteau énergétique, hein? Alors ça dépend un peu des pratiques des uns et des autres. C'est vrai que lorsque la compétition a lieu tôt le matin, c'est sûr qu'on va pas des fois se lever à 4 heures ou 3-4 heures du matin pour manger devient un handicap parce qu'on essaye d'apporter sur le plan nutritionnel quelque chose, mais en même temps le manque de sommeil ou la fatigue ou la rupture du rythme va engendrer des choses qui ne sont pas toujours faciles. Je ne sais pas toi, mais moi manger à 4 heures du matin un vrai repas, c'est pas toujours évident. Non, donc, non, pas du tout. Mon appareil digestif n'est pas réveillé, donc on veut bien faire théoriquement, mais en pratique, finalement, c'est pas une bonne idée. Donc le meilleur repas, à ce moment-là, sera celui de la veille au soir, qui doit être, lui, particulièrement riche. Et effectivement, il vaut mieux avoir une collation. Il faut savoir que la digestibilité d'un repas dépend aussi de sa quantité. C'est-à-dire que, effectivement, si on prend un grand repas, il faut attendre 2-3 heures. Et si on prend un petit repas, 1 heure et demie peut suffire. L'estomac met d'autant moins de temps qu'il y a moins de quantité de nutriments à utiliser dans l'appareil digestif.
Donc un bon repas évidemment la veille au soir, ça c'est important pour restocker, et puis avoir, j'allais dire, un petit déjeuner plus calorique, en tout cas, ou l'utilisation j'allais dire, de sources énergétiques pour avoir bien sûr le stock maximal si la course a lieu à 8-9 heures le matin. D'accord. Donc maintenant, on va attaquer, je pense qu'on en est à la dernière clé, ou Oui, à c'est ça. la dernière clé. Alors, quelle est cette dernière clé nutritionnelle? Alors la dernière clé nutritionnelle, ça va être la gestion alimentaire en fonction de l'entraînement. C'est très bien que quand on fait des périodes d'entraînement longues pour préparer un marathon ou un semi-marathon, même un 10 km, on passe par différentes phases d'entraînement. Dans les programmes d'entraînement, il y a des choses en endurance aérobie, d'autres des fois en puissance aérobie, puis des fois on fait de l'anaérobie lactique, puis des fois on fait aussi d'anaérobie alactique. Donc on va avoir des gestions alimentaires qui vont être différentes parce que les exigences sportives, donc physiologiques, n'engendrent pas des mêmes facteurs limitants sur le plan métabolique, et donc on va avoir une gestion alimentaire. Donc ce qui va être important dans un programme nutritionnel, c'est dans le sens où on le travaille, c'est-à-dire que selon les périodes d'entraînement, les besoins nutritionnels vont être un petit peu différents. On ne fait pas que additionner des kilomètres à un même rythme pendant 3 à 4 mois lorsqu'on prépare un marathon. Il y a des séances, comme tu sais, et effectivement, il va y avoir des besoins qui vont être à ce moment-là différents. Donc la dernière clé, c'est d'avoir une gestion alimentaire en fonction de l'entraînement, en fonction des périodes d'entraînement et des exigences. Et ça doit être adapté à chacun, parce que tout le monde, moi je vois très bien que je m'entraînais dans un groupe d'entraînement lorsque j'étais coureur de demi-fond, et on n'avait pas tous les mêmes, on va dire, les mêmes gestions alimentaires. On avait chacun nos différences, nos aliments, nos préférences, nos intolérances aussi, parce qu'il y a des aliments qu'on tolère et d'autres qu'on ne tolère pas, et c'est différent d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des allergies aussi alimentaires, donc on ne va pas proposer un aliment à quelqu'un qui est allergique, donc c'est très important de personnaliser l'approche nutritionnelle, et cette gestion alimentaire en fonction d'entraînement en est une des clés. D'accord. Quand tu parles de gestion entre l'entraînement et la nutrition, par exemple, si je fais une séance d'endurance longue, on va dire, de 2 heures, et si à la place je fais un entraînement d'une heure et quart, une heure et demie, mais avec des séances de vitesse à l'intérieur, le dernier repas ne sera pas le même en fonction de chaque entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas introduire de la puissance, par exemple, Jean-Marc, tu prenais de ce dernier exemple d'avoir effectivement de la vitesse, il va falloir un apport protéique qui soit important, parce que la puissance musculaire, la vitesse de course et donc l'impact sur les muscles va être plus important. L'appui au sol va être plus fort. Et donc l'utilisation ou la fatigue musculaire également. Et puis tu vas sûrement produire un peu d'acide lactique, surtout en fin de séance. Donc là, l'apport nutritionnel va être un peu plus orienté vers la protéine, augmenter le bol protéines et les protéines de qualité, de haute valeur biologique, alors que dans l'effort d'endurance fondamentale, voilà, faire de la capacité aérobie, à ce moment-là, on aura plus besoin d'utiliser son stock de glycogène. Donc ça ne va pas être les mêmes sources énergétiques. En tout cas, la proportion des sources énergétiques va changer selon que tu vas faire de l'intensif ou de l'extensif. D'accord. Alors maintenant que je te remercie, on a vu les 10 clés nutritionnelles. On va passer aux 10 erreurs à ne pas commettre, et que je pense qu'on va tous se retrouver dans un ou plusieurs de ces cas-là.